Bonjour à tous. Alors si la crise du Covid a été une démonstration particulièrement éloquente des limites de nos modèles actuels, qu'ils soient économiques ou sociaux, elle est loin d'être la première de notre histoire récente. Sa forme, par contre, est bel et bien nouvelle, tout comme l'était celle des subprimes, celle de la bulle Internet ou encore celle du premier choc pétrolier. Cet enchaînement de crises, aux natures et impacts très variés, ont toutes eu des conséquences fortes sur les activités des entreprises, de la PME au grand groupe, autant dans le BTP qu'ailleurs. Alors s'il y avait qu'une leçon à tirer de cela, ce serait que les temps sereins n'existent plus. Ont-ils déjà existé d'ailleurs? Toute personne de moins de 40 ans aurait une réponse intéressante à cela, ayant baigné toute sa vie professionnelle dans les crises. Il faut désormais entreprendre dans un monde en déséquilibre. Un déséquilibre constant, un paradigme en perpétuel mouvement, nécessitant pour l'entrepreneur de s'adapter, lui, son entreprise, ses partenaires, son environnement. Voilà pourquoi nous avons choisi cette thématique. Et pour ce sujet à la fois crucial et réel, je vais laisser la parole à Jean-Michel Lefebvre, fondateur de l'EJDB en 1994 et aujourd'hui consultant, formateur, entrepreneur, ainsi qu'à Fabrice Chaplin, ancien cadre de la FFB, consultant en stratégie et formateur à l'EJDB. Des esprits vifs et experts qui seront à même de nous proposer un constat du monde et des clés pour permettre à chacun d'y entreprendre avec succès. Merci Guillaume pour cette introduction fort agréable. Je partage tout à fait les termes de ton introduction. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais faire une petite remarque sur le vocabulaire. Est-ce qu'on a affaire à des crises ou à un changement profond du monde ? Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? C'est un élément de ce qu'on peut rappeler l'ancien monde, c'est une perturbation à durée limitée, observable, avec toujours un retour attendu et espéré à l'état d'avant. Alors, vous n'avez pas connu la crise des missiles de Cuba, vous avez connu celle des subprimes, et on a tous vécu ensemble celle du Covid. Devant une crise, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le dos rond et on attend le retour à la case départ. Cette fois-ci, on va parler d'un nouveau paradigme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau paradigme ? C'est la conséquence d'une série de ruptures brutales, fortes et définitives qui ont comme conséquence de créer un nouveau contexte géopolitique, lequel se situera sur des cycles longs, c'est-à-dire en gros sur plusieurs générations. Et autant devant une crise, on pouvait attendre que les choses reviennent à l'état initial, autant devant un changement de paradigme, il faut cette fois apprendre à vivre d'une autre façon, apprendre à vivre autrement. Ce que nous allons voir ensemble maintenant, ça va être 3 étapes et demie. La première, c'est on va faire un petit retour en arrière sur 50 ans de stabilité, de prospérité. Ensuite, 30 années de rupture géopolitique, lesquelles ruptures géopolitiques ont déterminé les tensions nouvelles dont nous allons parler ensemble au cours de cette conférence. Donc, retour sur 50 années de stabilité et de prospérité. 46-75, c'est la période qu'on a appelée les 30 glorieuses. Le monde se réveille après une deuxième guerre mondiale épouvantable. Le plan Marshall est prévu par les États-Unis pour essayer de remonter le niveau économique des vainqueurs et des vaincus en même temps, et surtout pour faire la nique au monde socialiste, puisque à cette époque, l'URSS et les Alliés sont nés à nez à Berlin et vont continuer à se mesurer en Corée entre 1950 et 1953. Le plan Marshall, c'est quoi ? C'est 175 milliards de dollars qui sont injectés dans l'économie européenne. Ça va générer un équilibre durable entre l'Est et l'Ouest, dont les 2 figures marquantes seront Kennedy et Khrouchtchev, en n'oubliant pas que cet équilibre Est-Ouest est fondé sur le feu nucléaire, c'est-à-dire qu'en gros, le premier qui appuiera sur le bouton aura perdu. C'est une croissance annuelle de 5%, c'est une inflation qui permet à tout le monde d'emprunter de l'argent, c'est l'époque du baby-boom, quand l'économie va bien, on fait des enfants, et vous en entendez maintenant un pur produit. De 1980 à 2000 ensuite, c'est la période qu'on a appelée de la mondialisation heureuse.
En gros, c'est les débuts de ce que les Américains, les anglo-saxons ont appelé la globalisation, c'est-à-dire l'économie se libéralise et se mondialise, avec comme conséquence l'interdépendance des nations, un développement effréné des transports et l'explosion des échanges, c'est-à-dire qu'on passe d'une économie de production à une économie de flux. C'est aussi en 90 le début d'Internet, qui sera à la fois le vecteur et l'emblème de cette mondialisation heureuse. Contestation des frontières et des nations, quand l'économie se mondialise, les frontières et la nationalité ont moins d'importance, et c'est à ce moment-là que la Chine devient l'usine du monde. Mao Tse-tung est mort, Deng Xiaoping a dit aux Chinois « enrichissez-vous ». Ils sont plus d'1 milliard, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. La Chine, avec ses bas salaires et ses forces de production, devient l'usine du monde. Cette période, donc 80-2000, c'est le triomphe du libéralisme. Triomphe du libéralisme avec l'effondrement du communisme. 89, il n'y a plus de mur à Berlin. 91, il n'y a plus du RSS. On arrive à la République de Russie. Recul de la pauvreté dans le monde, c'est un des principaux effets de la mondialisation. Et bien sûr, la montée en puissance des GAFAM, puisque Microsoft est né en 75 et Apple est né en 76. L'économie se dérégularise et se financiarise sous l'effet des transferts de fonds via Internet. On crée l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour essayer de réguler tout ça. Et on a même pensé à une époque qu'on était arrivé à ce que l'économiste Francis Fukuyama a appelé la fin de l'histoire. En gros, la conjonction de la démocratie et du libéralisme amenait à une période de prospérité universelle et indépassable. On s'est longtemps posé la question, est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire, au cours de nombreux colloques partout dans le monde, et il s'est passé quelque chose. Ce n'était pas tout à fait la fin de l'histoire, puisque le 11 septembre, l'histoire s'est rappelée d'une façon brutale au souvenir de tout le monde et a mis un terme à cette période qu'on a appelée les 50 ans de stabilité et de prospérité. On est entré à ce moment-là dans les années de rupture géopolitique dont nous allons parler maintenant. Comment se manifeste cette série de ruptures géopolitiques? Eh bien d'abord, l'éclatement rapide des anciennes alliances. L'Amérique de Trump se retire de ce qui était sa responsabilité morale de gendarme du monde. L'OTAN, qui était un petit peu l'antidote de l'ex-URSS, de l'ex-monde de l'Est, et comme l'a dit Emmanuel Macron, en état de mort cérébrale. Un exemple de cela étant les incartades d'une des premières puissances militaires de l'OTAN, la Turquie, qui va s'en prendre à la flotte française en ce moment en Méditerranée. On assiste aussi aux convulsions de l'Europe, un Brexit qui n'en finit pas d'aller mal, et avec en particulier la politique de Boris Johnson, qui va emmener manifestement le Brexit vers un no deal, c'est-à-dire un affrontement entre l'Europe et l'Angleterre et le rétablissement des frontières. Vous avez aussi en Europe une bagarre politique entre les pays cigales et les pays fourmis, ceux qui ont fait des économies, c'est les pays du Nord particulièrement, et ceux qui sont plutôt dépensiers, l'Italie, la France, l'Espagne et la Grèce. Et vous avez, encore peut-être plus grave, le début d'un affrontement entre la démocratie et ce qu'on appelait les démocratures, c'est-à-dire des membres de l'Europe, la Pologne et la Hongrie, qui ont des vues beaucoup plus dictatoriales du gouvernement. On assiste aussi à la fin de l'explosion du bloc de l'Est, avec les effroyables conflits des Balkans, en particulier les conflits ethniques et religieux entre les Serbes et les Croates. Il ne faut pas oublier que pendant le siège de Sarajevo, entre 92 et 95, il y a eu plus de 5000 morts civiles. Deuxième rupture géopolitique, c'est ce qu'on peut appeler le réveil des empires endormis. Un certain nombre de très grandes puissances avaient été oubliées de l'histoire pendant un certain temps. Le premier, c'est la Chine de Xi Jinping, qui a retrouvé son désir de revanche
la Chine a été humiliée, en particulier par les accords de Nankin en 1842, qui mettaient fin à la guerre de l'opium, et elle a juré, la Chine, en particulier son pharaon actuel, a juré qu'avant 2050, la Chine serait la première puissance économique et militaire mondiale. Et il ne faut pas oublier qu'en 2049, ce sera les 100 ans de la fondation du Parti communiste par Mao Tse-tung. Autre réveil d'empire, c'est la Fédération de Russie de Poutine qui veut effacer l'humiliation de l'effondrement épouvantable de l'URSS devant les caméras de télévision et qui a retrouvé les habitudes russes qui sont la dictature de la brutalité et l'usage politique du knout, comme le faisaient les tsars précédents. Et enfin, la Turquie ottomane d'Erdogan, dont l'envie est de faire oublier le passage laïque par la République de Kemal Atatürk à la fin du précédent empire musulman, et il veut diffuser en Europe l'islam des frères musulmans, qui est un islam dur et envahissant. Troisième élément de rupture, le retour du nationalisme et des frontières. On assiste au progrès de ce qu'on peut appeler les souverainismes et le dégagisme. Les déçus de la mondialisation font entendre leur voix, les gilets jaunes en France par exemple, et toutes les inquiétudes qui se font jour devant l'immigration, évidemment, dans tous les pays d'Europe qui sont à la merci des immigrations subsahariennes. L'affaiblissement de la valeur démocratique, je parlais tout à l'heure des démocratures ou de ce qu'on a appelé aussi l'illibéralisme hongrois et polonais à l'intérieur même de l'Europe, et de nouvelles revendications territoriales nationalistes, la Russie qui annexe la Crimée et qui entretient ses milices au Donbass ukrainien sans que personne ne réagisse. Ensuite, la Turquie dans l'espace maritime grec qui va dans les zones d'influence et les zones de propriété de la Grèce faire ses prospections pétrolières, et la Chine qui, en mer de Chine, installe des bases militaires parfaitement illégales, contraires au droit international, et va titiller l'Inde dans les montagnes du Ladakh. Quatrième moment de la rupture, un retour explosif de l'association entre politique et religion. Vous avez d'abord la conquête méthodique de l'islam des frères musulmans en Turquie, j'en ai parlé précédemment, mais aussi en France, où c'est la puissance politique islamique dominante. En particulier, c'est elle qui gère intellectuellement et politiquement la grande association des musulmans de France, qui regroupe 600 associations musulmanes locales. Vous avez, tout le monde le connaît hélas, les califats sanglants des djihadistes, alors même s'ils ont été battus militairement, ils se sont repliés dans l'Afrique subsaharienne et dans l'Asie du Sud-Est, en particulier en Indonésie, aux Philippines et dans le sud de la Thaïlande. Et vous avez aussi une menace qui est très dangereuse du chiisme iranien, qui n'a qu'une envie, c'est d'installer sa puissance un peu partout dans la zone d'Irak, Iran et Syrie. Deuxième élément du retour explosif de la religion et de la politique, c'est des religions qui sont mises à leur service par des régimes politiques. Le premier exemple, c'est l'orthodoxie russe comme soutien de Vladimir Poutine. Cet homme a découvert la foi alors que c'était un militant acharné du communisme et un haut cadre des services secrets soviétiques. Et vous avez un autre exemple opposé, c'est les évangélistes américains qui sont appelés au service de Donald Trump. Et vous avez un troisième exemple de ce retour explosif, c'est des régimes politiques forts qui ostracisent des cultures religieuses, le plus intéressant étant la Chine de Xi, qui est en train de siniser l'islam chinois et le bouddhisme chinois, de même qu'il est en train de siniser le catholicisme chinois, puisque vous avez peut-être lu dans le journal que le Vatican vient de renouveler les accords sur la nomination des évêques catholiques avec l'accord du gouvernement chinois. Autre exemple de cela,
la persécution de l'islam en Inde pour faire place à l'hindouisme. Cinquième rupture, c'est l'entrée en scène de deux catégories de nouveaux acteurs géopolitiques. Les premiers, c'est les ONG et les fondations, que j'ai appelées les camps du bien. Pourquoi ? Parce que ce sont des structures qui traitent dans un registre moral des sujets qui sont d'abord des sujets politiques. Je pense, et vous avez un exemple sur cette image, à tous les problèmes de l'immigration. On fait pleurer dans les chaumières pour faire passer des messages politiques. Ce sont des structures extrêmement riches et qui sont dirigées comme des multinationales. Un exemple qui est très connu, c'est la fondation de Bill et Melinda Gates, à laquelle appartient aussi le milliardaire Warren Buffett. Elle est propriétaire de 51 milliards de dollars d'actifs et entretient 1541 salariés réguliers, c'est-à-dire en gros, elle est plus riche et plus puissante que l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des outils puissants de soft power et d'influence, c'est-à-dire que sous couvert de morale, ils font passer des messages politiques dont on voit toujours l'origine. Un exemple, c'est l'immense ONG Oxfam, dont la filiale française est dirigée par quelqu'un que tout le monde connaît, qui est cette gentille dame qui n'a jamais fait preuve de son libéralisme, ni en matière de politique, ni en matière d'économie. Deuxième catégorie de nouveaux acteurs, ce sont les GAFAM, vous les connaissez tous, hein, vous avez Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft d'un côté, et vous avez les cousins chinois des GAFAM qui sont les BATX, Baidu qui est le Google chinois, Alibaba qui est l'équivalent d'Amazon, Tencent, que vous connaissez peut-être si vous êtes joueur, parce que c'est le propriétaire d'origine d'Activision et d'Electronic Arts et de WeChat, et Xiaomi aussi, qui est fournisseur d'objets connectés. Alors, ces GAFAM et ces BATX ont installé une économie disruptive et corsaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait disparaître en gros des anciens secteurs économiques établis. Elles s'affranchissent des règles commerciales, sociales et fiscales en investissant des secteurs où elles n'existent pas, c'est-à-dire qu'elles font en même temps l'activité et la loi. Elles ont des puissances financières et sociales en termes d'emploi qui les rendent absolument intouchables et elles s'attaquent maintenant à des domaines régaliens, c'est-à-dire des secteurs qui appartenaient autrefois uniquement à l'État, par exemple la sécurité, par exemple l'espace. SpaceX d'Elon Musk lance des activités spatiales au service de l'État américain et Zuckerberg de Facebook ont créé leur propre monnaie avec leur Libra. Alors, est-ce que ce sont des dangers économiques, démocratiques? Oui. Est-ce qu'elles sont totalement intouchables? Sans doute pas. On peut voir actuellement que les grandes puissances, en particulier les États-Unis, commencent à se poser des questions sur l'importance ou l'utilité de procéder à l'utilisation, à la mise en œuvre de la loi antitrust et de les, en quelque sorte, démanteler, comme le département de justice américain l'avait fait pour le tabac, le pétrole ou les télécommunications. Quant à la Chine, il faut savoir que Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, a été prié par M. Xi d'abandonner son poste et de remettre la direction de son entreprise au Parti communiste. Sixième rupture, une écologie, c'est un fait intéressant, une écologie qui est devenue presque adulte. En gros, je pense qu'on est en train d'assister à la fin d'une écologie pour illuminer. Et la délicieuse Greta Thunberg aura certainement moins d'importance maintenant avec sa conception mystique et moraline de l'écologie. Les collapsologues catastrophistes et gourous survivalistes qui veulent revoir le monde retourner à l'époque de l'arc et des flèches ont aussi moins de succès, n'en déplaise à Yves Cochet. C'est aussi la fin d'une écologie politique et gauchiste. Les sommets de la Terre ont organisé politiquement le sujet et les COP les prolongent régulièrement d'année en année. Et on peut dire que toutes les tendances politiques ont aujourd'hui géré leurs offres. Surtout,
et c'est l'élément qui me semble le plus important, l'écologie est entrée dans le monde économique, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une logique solvable, vendable, parce que subventionnée, et les entreprises de bâtiment le constatent tous les jours dans leurs activités, qu'il s'agisse de l'énergie renouvelable, de tous les chantiers d'isolation ou du transport électrique. Autre élément important, c'est que la RSE rend ces transformations dans les entreprises mesurables et permettent même d'en faire des outils marketing. Et puis on peut dire aussi qu'un des éléments utiles peut-être de la phase Covid aura été de montrer dans les faits que les outils nouveaux qui sont amis de l'écologie, que ce soit le télétravail ou les transports doux, ont trouvé leur place et leur intérêt. Voilà donc pour les ruptures géopolitiques. Ces ruptures géopolitiques ont eu des conséquences qui ont été d'installer les tensions nouvelles. Eh bien, je vous propose maintenant de regarder quelles sont les tensions nouvelles auxquelles ont à faire face les entreprises et les entrepreneurs. Le premier, c'est que les relations internationales sont devenues pour longtemps chaotiques. C'est-à-dire qu'en gros, on assiste aujourd'hui à quelque chose qui n'était absolument pas envisageable il y a encore 10 ans, c'est la remise en cause du droit et des traités, c'est-à-dire en gros la signature des États n'a plus la valeur qu'elle avait avant. Quelques exemples. La Chine de l'empereur rouge Xi Jinping vient de violer le traité sur Hong Kong. Elle menace militairement l'indépendance de Taïwan, ce qui sera un cataclysme dans cette zone du monde. Elle installe, je vous montrais des photos tout à l'heure, ses bases militaires en mer de Chine du Sud et elle conteste les frontières indiennes dans l'Himalaya et bien sûr, personne ne réagit. Autre exemple de cette remise en cause du droit et des traités internationaux, la Russie du nouveau tsar Poutine. Elle a annexé la Crimée et le port de Sébastopol. Elle entretient des mercenaires à l'est de l'Ukraine. Elle soutient les dictatures voisines. Tout le monde a vu aux informations le soutien donné à Loukachenko. Et elle entretient des dictatures plus lointaines, en particulier le sanguinaire Bachar el-Assad. Autre exemple, la Turquie d'Erdogan. Alors, la Turquie d'Erdogan, elle viole quotidiennement ce qu'on appelle les ZI, c'est les zones d'économie privée grecques en mer Égée. Elle s'équipe en matériel militaire russe, les fameuses missiles S-400, qui pour un membre de l'OTAN est un vrai paradoxe. Elle poursuit la destruction des Kurdes dans le nord de l'Irak et ensuite elle islamise, provocation à l'égard de l'Occident, 2 trésors de l'humanité protégés par l'UNESCO, qui sont Sainte-Sophie et Saint-Sauveur, 2 chefs-d'œuvre archéologiques d'Istanbul. Dernier élément des remises en cause du droit et des traités, c'est l'Iran et le guide suprême Ali Khamenei. Il poursuit dangereusement ses efforts vers la nucléarisation militaire de l'Iran. Il entretient les paramilitaires du Hezbollah au Liban. Et il faut savoir que le port qui a explosé d'une façon dramatique récemment à Beyrouth était sous le contrôle du Hezbollah. Il ne faut pas se demander pourquoi il y avait des fameux désherbants qui étaient en réalité des explosifs. Ali Khamenei entretient le mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza, c'est-à-dire au sud-ouest d'Israël, et elle maintient des tensions dans le Golan syrien avec Israël. Tout ça pour montrer que cette zone est une poudrière, et si jamais la militarisation aboutit en Iran à la force nucléaire, on va vers un affrontement dramatique international. Israël, qui est une puissance militaire forte, n'acceptera jamais que l'Iran soit nucléarisé. Deuxième élément de ces grands changements donc, de paradigme dans les tensions du monde, les États-Unis et le droit du plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une première chose qu'on évoquait tout à l'heure,
que l'ancien gendarme du monde reste maintenant chez lui, reste at home. C'est un mouvement qui a été commencé par Bush, continué par Obama et évidemment continué par le président actuel. Autre élément plus intéressant pour les entrepreneurs que vous êtes, c'est le principe de l'extraterritorialité du droit américain qui est imposé au monde par le Department of Justice, qui est le ministère de la Justice américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quelle transaction qui a lieu dans le monde, en dollars, n'importe où, et qui est contraire non pas au droit, mais aux intérêts américains, est susceptible d'un procès. Plusieurs entreprises françaises ont été touchées, et pas des moindres, Technip, Total, Alstom, Alcatel, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale ont été condamnées par la justice américaine, ou plutôt obligées d'accepter des transactions dont le cumul s'élève à 13,6 milliards de dollars. Autre exemple, s'il vous vient à l'idée en tant qu'entrepreneur d'aller ouvrir un chantier soit à Cuba, soit en Iran, puisque les Américains viennent de renouveler l'ostracisation de l'Iran, eh bien vous risquez le jour où vous passez dans un aéroport américain d'être arrêté et condamné à des dépenses en justice qui vous mettront à plat pour un certain nombre d'années. Je vous cite la remarque de Pierre Lelouch, qui est un député français, qui a fait une étude et un rapport sur le sujet. Il a dit la chose suivante qui n'est pas sans intérêt. Qu'est-ce que c'est que l'extraterritorialité du droit américain? C'est une stratégie délibérée des États-Unis qui consiste à mettre en réseau leurs agences de renseignement et leur justice afin de mener une véritable guerre économique à leurs concurrents. C'est l'association de l'État, de l'espionnage et des tribunaux pour arriver à prendre la main dans des domaines où ils ne sont pas encore les meilleurs. Ça, c'était le premier point du changement de paradigme. Deuxième point, espionnage et piratage de tout et par tous. Le principal système d'espionnage politique, économique et militaire, c'est le système dit des Five Eyes, qui réunit les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne et espionne systématiquement tout ce qui passe par toutes les tuyauteries, que ce soit les câbles sous-marins ou les téléphones standards ou les satellites. Tout est analysé par la NSA et bien sûr, toutes les informations sont données non seulement à l'État, mais aux entreprises. Deuxième système de piratage qui est chinois cette fois-ci, c'est la diffusion des instituts Confucius partout dans le monde. Les instituts Confucius, ce sont un peu l'équivalent de l'Alliance française qui diffuse la culture, la langue et les stagiaires chinois, beaucoup de ces stagiaires étant en réalité des honorables correspondants chargés d'espionnage. Vous avez, tout le monde le connaît, les fameuses technologies aspirantes, en particulier Huawei et TikTok, qui sont des moyens de renvoyer en Chine des données qui sont piquées chez les utilisateurs. Vous avez aussi le piratage informatique d'État, puisque maintenant, ce sont des régiments entiers, dépendant des armées de Chine, de Russie, de Corée du Nord, d'Israël et des États-Unis, dont la seule mission est de faire du piratage informatique. Vous avez le pillage des brevets et des process, en particulier par la Chine et l'URSS, mais aussi par les États-Unis, même si c'est à une moindre importance. Et vous avez enfin le piratage maritime, équipage ou cargaison, essentiellement dans le golfe de Guinée, la Somalie et le détroit de Malacca. Ce n'est pas anecdotique. Aujourd'hui, il y a un piratage réussi par jour dans le monde qui fait soit d'un équipage, soit d'une cargaison, des otages. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur le prix des assurances. Troisième nouvelle dimension du paradigme que nous vivons, c'est ce que j'ai appelé l'ensauvagement croissant du monde, évidemment de la France. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on assiste à une augmentation des incivilités, des violences et du sentiment d'insécurité. Et le mot ensauvagement, je crois, est le mot qui convient. On assiste à l'affaissement du respect des autorités légitimes.
On assiste à la perte de confiance devant les autorités, qu'il s'agisse des enseignants, des maires, des contrôleurs ou des chauffeurs de bus. On assiste ensuite au déclin des idées de nation et d'appartenance qui sont en quelque sorte le socle de la vie républicaine. On assiste ensuite à la montée de nombreux communautarismes. Qu'est-ce que ça veut dire, un communautarisme? Ça veut dire que les croyances et la culture privée prennent plus d'importance que les règles républicaines du vivre ensemble et que les lois communautaires sont plus importantes que les lois nationales. C'est une source de fractures dramatiques actuelles et c'est à l'origine de ce qu'on peut constater aujourd'hui, le développement de territoires perdus de la République, qui sont tout simplement des zones de non-droit. Je vous rappelle la fin du discours de Gérard Collomb quand il a démissionné de son poste. On vit aujourd'hui côte à côte. Je crains que demain on vive face à face. Nous sommes en face d'un problème immense. Quatrième élément du nouveau paradigme, c'est le soft power et les stratégies d'influence. Qu'est-ce que c'est que le soft power? Ce sont des façons d'affronter des nations pour gagner des territoires ou des avantages ou des positions stratégiques en utilisant des forces autres que les forces militaires. En somme, c'est la guerre conduite par d'autres moyens. Et on entend dire de plus souvent que la Troisième Guerre mondiale est commencée, que c'est une guerre d'influence et une guerre commerciale. Quelques exemples de soft power. Vous avez d'abord la géostratégie pure et dure, dont l'exemple le plus intéressant est sans doute les nouvelles routes de la soie de la Chine, c'est-à-dire la prise de position partout dans le monde en installant des réseaux ferrés et routiers, en achetant des ports, par exemple le port du Pirée ou le port de Djibouti, ou même des aéroports, puisqu'ils ont été propriétaires à un moment donné, ça s'est arrêté, de l'aéroport de Toulouse. C'est l'utilisation des réseaux de télécom, en particulier les réseaux satellites, les câbles sous-marins et bien sûr la 5G, d'où le problème du Huawei chinois. En utilisant des réseaux de transport, pipelines et gazoducs, vous avez peut-être vu des informations sur le réseau russe Nord Stream 2 qui doit traverser l'Allemagne pour apporter en Europe le gaz de Russie. Et bien sûr, qui est aujourd'hui, depuis les problèmes politiques qui se passent en Russie, l'objet de fortes négociations à l'intérieur de l'Europe même. Deuxième élément de soft power, deuxième exemple, c'est l'entrisme dans les structures internationales. Alors, le premier exemple, c'est plus rigolo, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui est bloquée actuellement par les États-Unis de Trump, qui refuse de nommer des juges, donc qui bloque le tribunal lui-même, le tribunal du commerce, tout simplement parce qu'ils y sont menacés. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé, dont le président, l'Éthiopien Ghebreyesus, qui était nommé par les, enfin plutôt, était élu par les Chinois et qui a soutenu contre vents et marées la politique de la Chine dans l'épisode du coronavirus. Et puis plus marrant, vous avez Interpol, où la Chine avait réussi à faire nommer un président chinois pour pouvoir surveiller via Interpol ses propres dissidents. Et on a à un moment donné vu disparaître ce malheureux président et on l'a retrouvé devant un tribunal chinois, sa femme ayant demandé entre-temps l'asile politique à la France. Autre exemple, la langue, les arts et la culture, l'Alliance française étant un vecteur d'influence et les universités l'étant aussi. Et enfin, le sport de haut niveau comme vecteur d'influence et la corruption et le dopage qui l'accompagnent. Pourquoi le sport de haut niveau? Bien d'abord parce que le sport de haut niveau aujourd'hui, pensez aux Jeux Olympiques, au Tour de France, attire les télévisions du monde entier et permet de faire la promotion des systèmes politiques qu'il y a derrière, surtout dans les pays à gouvernement un peu brutaux. Et pourquoi le dopage? Eh bien, tout simplement parce que les pays ont fait de la réussite sportive un exemple, une illustration de leur réussite politique. C'est pas par hasard que le dopage industriel a été inventé à l'époque de la guerre froide
par l'Allemagne de l'Est, qui n'avait pas assez de champions pour gagner dans les épreuves sans dopage et qui a généralisé le dopage géré par leur service secret. Cinquième élément de ce nouveau paradigme, des flux migratoires difficiles à contrôler. Alors, vous avez d'abord les migrations nord-sud, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et les zones de guerre. La première, c'est l'immigration de la faim. La deuxième, Maghreb, l'immigration de l'emploi. Et l'immigration de la guerre, la troisième, on comprend très bien. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que les migrants sont devenus des moyens de pression politique. C'est le chantage permanent de la Turquie qui dit à l'Europe, si vous ne me laissez pas me battre contre les Kurdes en Irak, je vais laisser passer chez vous 4 millions d'immigrants que je retiens derrière mes frontières. Et puis, bien sûr, c'est le moyen de pression politique des idées mondialistes, des ONG que nous connaissons tous. Sixième élément de ce nouveau paradigme, la montée en gamme des criminalités dans le monde. L'économie noire, c'est 4% du PIB mondial, c'est gigantesque. Les mafias et les cartels sont devenus des multinationales qui font du gros business d'import-export, de l'immobilier, du BTP, du trafic d'êtres humains et du blanchiment d'argent à gros volume. Et les enfants des chefs qui étaient des artisans ont tous suivi des business schools, sont devenus des vrais professionnels. Ils gèrent toutes les formes de contrefaçon. Aujourd'hui, il y a plus de faux matériel Legrand fabriqués en Chine que dans les usines de Legrand. Et plus de la moitié des médicaments qui sont vendus en Afrique sont des médicaments contrefaits. Et vous avez derrière ensuite les zones grises et noires d'Internet, le piratage, les virus divers et le ransomware, plus 600% d'actes malveillants pendant la crise Covid. Et vous vous rappelez peut-être que le 30 janvier dernier, le réseau de Bouygues Construction a été bloqué pour une semaine par des actions malveillantes de ransomware. Dernier élément de ce nouveau paradigme, c'est peut-être celui qui me paraît le plus grave, le plus dangereux, le plus toxique. C'est ce que j'ai appelé le reflux de la raison et des savoirs. D'abord, le raz-de-marée des fake news. Ensuite, le fait que le mensonge est devenu un moyen politique. Et quelle que soit l'opinion qu'on a sur l'attitude du gouvernement, on peut penser que les fariboles d'Édouard Philippe et Olivier Véran sur les masques au début de la crise auront un effet ravageur sur l'image de la politique et des politiques. On assiste aussi à une perte des repères intellectuels, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de vrai ou de faux, mais de j'aime, je n'aime pas, si possible sous forme de like. L'exact et l'inexact sont remplacés par je sais ou je ne sais pas, et on aboutit à une conclusion qui, à mon avis, est assez tragique. Si tout se vaut, plus rien n'aura de valeur. Vous ajoutez à ça les ratés de l'école de la République, une progression effarante de l'illettrisme et de l'inculture, et un affaiblissement des basiques scolaires que vous retrouvez chez les apprentis qui sont dans vos entreprises. La France perd des places chaque année dans les tests qui sont les tests PISA, c'est-à-dire qui mesurent l'efficacité des systèmes d'éducation, et on peut se poser la question de savoir si un examen comme le bac, qui cette année a eu 95,7% de réussite, est encore quelque chose de sérieux. Mon opinion, c'est que le pédagogisme et le syndicalisme ont entièrement détruit le rôle républicain de l'école. Voilà pour les tristes nouvelles de ces tensions nouvelles. On va passer maintenant à un tout petit début de conclusion avant que je laisse la parole à Fabrice. Quel impact toutes ces nouvelles ont sur les acteurs économiques, Dès maintenant,
On doit constater que les relations économiques sont les otages de la politique, avec la remise en cause unilatérale des accords, la fin du mythe chinois et les débuts peut-être, ce serait une des seules bonnes nouvelles, de l'Europe. Les tensions politiques ont des effets imprévisibles et dangereux, la diplomatie du fait accompli et des alliances volatiles, les armes du terrorisme, des flux migratoires et les affrontements d'un nouveau style, c'est-à-dire le soft power et les guerres d'influence. Alors, l'économie noire imaginative est florissante, maintenant on fait quoi? Donc, c'est ce que va développer évidemment mon ami Fabrice. La responsabilité du chef d'entreprise, ce n'est pas de pleurer ou de regretter le temps d'avant, c'est de décrypter et comprendre ce nouveau paradigme, d'accepter de penser le monde autrement, d'adapter les pratiques du métier de dirigeant en observant le monde à 360 degrés, de tout envisager comme possible, de cultiver l'attention, la réactivité, la flexibilité, l'imagination et l'anticipation, bref, de rester agile dans un monde qui est définitivement volatile et surprenant. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je vais prendre la suite de Jean-Michel en tentant de faire le lien entre ce qu'il nous a apporté sur le contexte géopolitique actuel et d'une manière générale l'environnement de l'entrepreneur. L'entrepreneur peut avoir au quotidien cette image que nous avons sous les yeux d'une mer calme et finalement des choses qui vont comme elles sont sans que nous ressentions véritablement les problèmes de notre environnement. En réalité, l'environnement, il ressemble plutôt à ça, et Jean-Michel a beaucoup insisté, à raison, sur le fait que ces éléments de variation, ces éléments souvent de menace d'ailleurs, se présentaient à nous, s'imposaient à nous en permanence, et nous allons voir comment ces éléments sont en lien avec l'analyse stratégique que doit faire l'entrepreneur d'une manière générale et en permanence de son environnement externe et interne. L'entrepreneur peut avoir cette vision objectivale de ce qu'il veut faire de son entreprise. Ici, on a l'Everest sous les yeux. Il monte, ou il a le projet de monter cet Everest. Certes, il y a une ambition qui est importante, mais elle est tout à fait atteignable, d'autant plus que sur cette image, le ciel est clair, tout va bien. Certes, il y a une très grande montagne à gravir, mais c'est tout à fait accessible. Ce que l'on constate au quotidien auprès des entrepreneurs du tronc, c'est que ça finit comme ça. C'est-à-dire que cette ascension se fait dans la tourmente, en tempête de neige, et à des moments qui sont extrêmement inattendus. Jean-Michel a particulièrement insisté sur le fait que ces menaces ou ces variations arrivaient de n'importe quel élément de notre horizon, d'un horizon proche, ça peut se produire en France, d'un horizon éloigné, et nous voyons des TPE, des PME et des ETI actuellement mis à mal dans leur capacité à produire par le fait qu'ils posent des éléments qui ont été fabriqués à un autre endroit sur la planète ou qui dépendent de matières qui viennent d'autres endroits sur la planète et que ces matières ou ces matériaux sont empêchés d'atteindre l'entreprise. Alors pour l'instant, l'impact reste modéré, mais on a vu des éléments de fourniture, je pense à des fenêtres, à des portes par exemple, qui, au lieu de mettre 3 ou 4 jours à vous arriver pour être posés, mettaient désormais 8 semaines, ce qui n'est plus du tout le même contexte, et on va voir quel est l'impact sur la capacité à produire de l'entreprise. De quoi disposons-nous en termes de données extérieures à l'entreprise? Jean-Michel nous a donné énormément de données, elles sont toutes intéressantes, et il y a bien entendu des éléments qui sont liés à notre lecture du passé, mais ce qui est essentiel dans l'apport que l'on vient d'avoir, c'est ce qui se passe maintenant. C'est notre capacité d'entrepreneur à lire les éléments géostratégiques qui s'imposent à nous et qui s'imposent à nous de manière variable et permanente. On va être obligé de tenir compte en permanence de notre environnement, environnement proche, environnement éloigné,
La France est un tout petit pays sur la planète en termes de taille, et cette planète finalement n'est pas si grande. Vous posez peut-être ou vous utilisez peut-être au quotidien des éléments qui viennent de l'autre bout de la planète. La question qui se pose après l'exposé des éléments environnementaux contemporains, c'est qu'est-ce que je dois en faire pour mon entreprise au quotidien? Qu'est-ce que je dois en tirer pour agir auprès de mon entreprise? Nous allons être obligés de traiter ces données qui sont sans cesse changeantes. Jean-Michel a beaucoup insisté sur des éléments de variabilité, sur des choses qui sont incertaines, y compris en termes d'équilibre géopolitique planétaire, et ces éléments doivent être pris en compte par l'entrepreneur. Accepter au quotidien qu'elles puissent être angoissantes, c'est-à-dire que les nouvelles géopolitiques sont rarement rassurantes. On en a eu des rassurantes à la fin des années 80, mais ce n'est plus le cas. Il faut les accepter comme telles, et on va voir que ces éléments peuvent être pris en compte de manière tout à fait positive. Les évolutions économiques, elles ont été interprétées par le président sortant de la FFB, Jacques Chanu. Vous comprenez dans un contexte comme celui-ci que si des menaces s'imposent à nous à l'extérieur, on voit également apparaître des opportunités. Alors, bien entendu, des menaces qui sont liées par exemple au volume d'activité, et on verra qu'il n'est pas nécessaire d'être pessimiste sur le sujet. En réalité, des opportunités importantes se présentent. Comprenez qu'en situation de menace, on va avoir dans l'environnement concurrentiel des confrères qui vont transformer ces menaces en opportunités pour eux. Et donc, il y a la possibilité, dans n'importe quel type de contexte, à subir les événements sous forme de menaces, mais aussi à exploiter les événements sous forme d'opportunités. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, des problèmes de délai de livraison pour l'entreprise. Eh bien, une entreprise qui saura mieux maîtriser des questions logistiques externes que sa voisine, que le confrère d'à côté, cette entreprise transformera une contrainte en opportunité, et les éléments logistiques, qu'ils soient matériels, c'est-à-dire le transport de matière tout simplement, ou qu'ils soient virtuels, c'est-à-dire de la logistique numérique, vont être absolument essentiels pour l'entreprise dans les 10 années qui viennent au moins. Les impacts pour l'entreprise de ce que l'on vient d'entendre de Jean-Michel, ce sont d'abord des impacts de surcoût. Et ici, on est sur des remarques contemporaines du président Salron, donc du nouveau président de la FFB. Bien entendu, des surcoûts qui peuvent être liés à la crise que l'on vient de traverser. Sur cette image, on voit des gens qui travaillent masqués. Ces éléments liés au Covid, au traitement de la crise actuelle, vont générer ou génèrent déjà des surcoûts très importants dans l'entreprise qu'il faudra prendre en compte. Derrière, on va trouver des collaborateurs qui peuvent se trouver angoissés, empêchés, en difficulté de travailler, parce que le contexte dans lequel ils se trouvent, ce contexte est suffisamment angoissant pour qu'ils en soient impactés au quotidien. Et vous devrez, malgré tout, en tant qu'entrepreneur, les faire travailler, ce qui ne sera pas commode. Et donc, on va avoir une ressource humaine qui va être probablement beaucoup plus friable maintenant et dans les années qui viennent que ce qu'elle n'a été par le passé. Jean-Michel évoquait d'autres types, d'ailleurs, de problématiques externes à l'entreprise. Il évoquait le niveau d'illettrisme qui menace notre ressource humaine dans nos entreprises. Ces éléments-là doivent être pris en compte, alors notamment si vous avez pour projet de numériser fortement votre entreprise, y compris sur les chantiers. Si vous avez des personnes qui sont en difficulté avec la chose écrite et donc la chose lue numériquement, vous aurez du mal à numériser vos chantiers. Cette troisième image évoque une problématique de coactivité que le président Salron a mis en avant. Alors, vous pouvez être touché par des problèmes de coactivité, même quand votre activité elle-même est sereine. Pourquoi? Parce que vous pouvez être empêché de travailler par un corps d'État qui intervient avant vous et qui, lui, n'est pas fourni. J'ai dans mes clients contemporains un enduiseur qui me dit « Je suis embêté parce que le maçon n'a pas terminé ses travaux, il n'a pas terminé parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il devait poser sur le chantier. » On va trouver des problématiques de ce genre-là sur toutes les interactions entre corps d'État, et la coactivité va être un énorme enjeu dans les années qui viennent. Un quatrième élément qui est le fait que dans une situation de menace et d'opportunité externe, chaque acteur va tenter de tirer la corde à soi
et donc de tirer le maximum de bénéfices de la situation. Ce peut être à votre bénéfice si vous tirez fort, ce peut être à vos dépens si un co-acteur, qu'il soit un confrère, un fournisseur ou un client, tire plus fort sur la corde que vous. Et donc, on va avoir des phénomènes de tentative de récupération de la situation. Là, je convoquerai un élément qu'a souligné fortement 2 fois Jean-Michel. Je pense aux GAFAM et aux BATS chinois. Alors, pourquoi ces gens-là vont-ils tirer la corde à eux? Parce qu'ils tentaient de s'emparer d'éléments de la chaîne de la valeur, qu'on va revoir dans quelques instants, et de s'emparer de ces éléments à leur profit, bien entendu, et aux dépens des acteurs qui sont actuellement sur le territoire, que sont les entreprises. Dans ces éléments de contexte, bien entendu, tout ce qui va concerner les matériaux et matériels que l'on va utiliser vont jouer un rôle essentiel. Pour l'instant, nous ne sommes pas en situation de rupture. On a vu quand même quelques ruptures qui se présentaient à nous pendant le confinement, c'est-à-dire des usines qui fermaient et qui ne nous livraient plus. Les usines ont repris à plus ou moins 100%, mais malgré tout, on a des retards et on a vu des délais de livraison s'allonger fortement, voire même des produits pour lesquels on avait du mal à se faire livrer. Alors, quel impact a tout ça sur la structure, sur l'organisation et sur les forces et faiblesses de l'entreprise? En quoi mon entreprise est-elle bien préparée, mal préparée? Ici, on rejoint la conclusion de Jean-Michel. Est-ce que mon entreprise est suffisamment agile pour faire face à un environnement comme celui-ci? Est-ce que je dispose de forces qui vont me permettre d'exploiter les opportunités? Ou au contraire, est-ce que mes faiblesses vont m'exposer à des menaces extérieures ou vont m'empêcher d'accéder à ces opportunités? Et donc, on va devoir éplucher la chaîne de la valeur de l'entreprise, que j'ai figurée ici de manière extrêmement lapidaire. On ne la prendra pas au premier degré, mais de manière caricaturale. Donc, pour la reprendre dans l'autre sens, est-ce que ma capacité à vendre est empêchée par la situation? Est-ce que ma capacité à concevoir des ouvrages est menacée par la situation? Ou au contraire, est-ce que parce que je sais bien concevoir des ouvrages un peu particuliers, je vais pouvoir exploiter des opportunités qui se présentent? Ma préparation, on a vu des éléments de logistique externe, il y aura également des éléments de logistique interne. La numérisation de l'entreprise va beaucoup jouer. J'en reviens à l'agilité que l'entreprise devrait avoir et que Jean-Michel a mise en avant. La capacité à réaliser, à produire les travaux qui m'ont été commandés par mes clients. Là, on est au centre de l'activité de l'entreprise, même si c'est bien maîtrisé. Et puis, sa capacité aussi à cette entreprise à être payée, c'est-à-dire à clôturer ce qu'elle est en train de faire, à ne pas trop générer de SAV, à générer ce qu'elle attend, par exemple des travaux supplémentaires. On va trouver, dans les contextes actuels, à nouveau, des difficultés qu'on a rencontrées régulièrement ces 40 dernières années, des problèmes de paiement. Autrement dit, des acteurs de la chaîne de la valeur qui vont tenter de conserver le plus longtemps possible ce qui constitue leur capacité à avoir de la trésorerie aux dépens de l'entreprise de bâtiment, bien entendu. Alors, dans un contexte comme celui-ci, bien entendu, on va se poser des questions de concurrence. Quelle va être l'intensité concurrentielle de mon ou de mes marchés? Nous reviendrons sur ces questions-là qu'on appellera des domaines d'activité stratégique dans la conférence à venir. Et on constatera que l'entreprise n'a pas un seul marché, elle en a plusieurs et elle devra probablement analyser ces éléments concurrentiels de segment à segment, de marché à marché, sans être inutilement pessimiste. Certes, on pourrait avoir des problèmes de demande, mais ça ne semble pas être le cas. L'activité est très intense, quelquefois. On rencontre des entreprises dès maintenant qui ont du mal à faire face à l'intensité de la demande. Alors, cette intensité concurrentielle, elle va quand même être prise en compte, avec qui je suis en concurrence. Et dans le monde bouleversé que nous a montré Jean-Michel, on va avoir de la pression venant des clients. Et donc, on va devoir mesurer quelles vont être ces pressions
cette pression, est-ce que cette pression est en train d'augmenter ou est-ce qu'elle se stabilise? Est-ce que j'ai le moyen de maîtriser la pression des clients? Et de l'autre côté, bien entendu, la pression des fournisseurs. S'ils sont peu nombreux, s'ils sont importants, ils vont exercer sur l'entreprise des éléments de pression qui ne seront pas maîtrisés par l'entreprise. J'en reviens à nouveau aux commentaires de Jean-Michel, commentaires géopolitiques et géostratégiques qui vont générer des problématiques de logistique planétaire. Nos fournisseurs peuvent être empêchés de travailler eux-mêmes et donc dans l'impossibilité de nous fournir en matériaux bruts. Je rappellerai que le plus gros consommateur planétaire actuellement de pétrole est bien entendu la Chine, mais c'est aussi le plus gros consommateur d'acier, c'est le plus gros consommateur de ciment, c'est le plus gros consommateur de sable, le sable de construction destiné à faire du béton. Ce sable va devenir rare. Que se passera-t-il quand on aura du mal à avoir du sable pour construire? Et puis, on va voir arriver deux types de problématiques qui peuvent être différentes l'une de l'autre ou parallèles. D'abord, le risque de voir de nouveaux entrants sur nos marchés, de nouveaux entrants qui peuvent être des acteurs locaux, c'est-à-dire des acteurs tout à fait franco-français, mais qui peuvent avoir été montés par des acteurs qui se trouvent à un autre endroit, et puis des solutions de substitution. Sur les nouveaux entrants, je vais insister sur les GAFAM et les BAX. Alors pourquoi? Parce que leur capacité capitalistique est colossale. Apple a désormais atteint la taille d'un pays moyen sur la planète. Vous imaginez le pouvoir que cette entreprise peut avoir. C'est pareil pour les acteurs chinois que Jean-Michel a évoqués. Apple étant par ailleurs une énorme machine à cash, ce cash doit trouver un terrain d'atterrissage et ces géants économiques planétaires, beaucoup plus gros que nos géants du secteur de la construction que peuvent être des Bouygues, des Vinci ou des Eiffage, sont à la recherche de chaînes de valeur à envahir. Ils vont tenter de s'emparer de chaînes de valeur. Actuellement, ils s'intéressent et ils occupent des chaînes de valeur comme celle des banques, de l'expertise comptable par exemple ou juridique. À quel moment vont-ils s'emparer des chaînes de valeur du secteur de la construction? Alors, c'est une conclusion bien entendu provisoire puisque nous poursuivrons ces éléments d'exposition et ces éléments de débat la prochaine fois. L'analyse stratégique que nous devons mener, c'est tout le temps, mais c'est aussi par tous les temps, nous a rappelé Guy Théier, le directeur de la JDB tout à l'heure. Tous les temps parce que ce n'est pas parce que le temps est calme, fait, au contraire, quand le temps est calme, c'est souvent que notre stratégie est en train de mourir. Et donc, c'est le moment de la revisiter. Elle devrait être désormais revisitée en permanence, c'est-à-dire tous les ans. Et tout le temps, donc, ça va nous amener à questionner la capacité stratégique ou les capacités stratégiques de l'entreprise, pour être plus exact, en permanence. Merci pour votre écoute sur ces éléments de débat. Je rends la parole à Guillaume. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Michel Lefebvre pour ce regard macro de notre situation. Constat fort et percutant des tensions présentes dans ce qui forme l'environnement de l'entrepreneur aujourd'hui. Et merci à toi, Fabrice Chaplin, de nous permettre de toucher du bout des doigts dans cette première partie l'impact de cet environnement sur la vie de l'entrepreneur et son entreprise. Nous allons maintenant passer aux questions qui ont été compilées par Guy. Donc Guy, je vous laisse prendre la parole. Merci Guillaume. Donc j'ai essayé de les regrouper. Donc il y en a une série pour Jean-Michel, je pense, mais Fabrice peut intervenir aussi. Elle est un peu économique, mais un retour sur le plan Marshall avait eu de vraies vertus. Qu'entendons-nous pour faire entreprendre un plan très ambitieux? Alors, est-ce que tu peux t'y risquer un peu, Jean-Michel? Oui, alors les dollars et les euros ne viendront pas. On t'entend pas. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, ça viendra plus maintenant des États-Unis, évidemment parce que le monde a changé et les États-Unis n'ont aucun intérêt, au contraire, à aider l'Europe à se développer. Je pense que l'attitude actuellement de l'Europe face à cette crise est un peu dans une logique de plan Marshall. C'est-à-dire, on mutualise des moyens, on cible
des moyens et surtout on met le paquet, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sommes et des choix cosmétiques, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour jointoyer un peu les choses, c'est pour reconstruire une économie laminée et une politique laminée. Et on peut penser que à condition de résoudre les problèmes entre les fourmis et les cigales, mais on est en train de le faire, on peut penser que cette injection massive aura à la fois, comme l'a eu le plan Marshall, une conséquence économique, c'est-à-dire sauver l'économie de l'Europe, et aussi des conséquences politiques, c'est-à-dire reconstruire une Europe qui, depuis le Brexit, branle un peu dans le manche. Merci. Alors, j'ai eu 2 questions sur le soft power. Je les ai regroupées. Oui. Alors, les médias font-ils partie des instruments de soft power? Absolument. Et la deuxième, tu vas peut-être pouvoir jointer les 2 réponses. La culture est un instrument de soft power, tu nous l'as dit. Hollywood a bien contribué pendant 50 ans à le faire pour les USA. Absolument. Absolument, oui, oui. Alors, avec un effet de masse du côté d'Hollywood qui n'a peut-être pas dans les studios de la Victorine à Marseille, hein, mais c'était évidemment ça. L'effet de soft power de la presse est étonnant et il y a une constante française qui est un peu schizophrène, c'est que la France n'est pas un pays de gauche et la majorité de la presse, en dehors de quelques numéros, je pense par exemple à tout le Figaro et toute cette mouvance-là, l'essentiel de la presse est une tendance gauchisante. On a 2 phénomènes de ce genre en France, c'est la presse et la justice. Alors, il faudrait trouver les constantes. Les écoles de justice sont tenues par des syndicats extrêmement trotskistes et les 2 écoles qui fabriquent les journalistes en France, l'école de Paris et l'école de Lille, sont aussi de tendance gauchiste. D'où ça vient? À mon avis, ce sera à regarder du côté de chez Freud, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans un petit côté névrotique, mais ça supposerait qu'on puisse allonger quelques journalistes et on n'a pas le temps ce soir. Ok, merci. Alors, 2 questions. Enfin, doit-on craindre ce renversement géopolitique ou alors le voir comme une menace ou encore comme un changement global, comme après tout, il y en a eu plein dans l'histoire? De toute façon, il faut partir du principe qu'il n'y a pas le choix. Et à partir du moment où il n'y a pas le choix, on fait quoi? On pleure, on se lamente et on regrette le temps d'avance. C'est peut-être une stratégie. Hein. L'autre contexte, c'est le réel, c'est quoi? On fait quoi avec ça? Et je crois que s'il y a un métier dont l'espèce de chromosome profond est de se colter au réel tous les jours, c'est bien celui de dirigeant d'entreprise, parce qu'il n'y a pas le choix. Vous voyez? Et c'est le sens que j'aime bien, que j'aime beaucoup dans le message de Fabrice, c'est on fait quoi avec la réalité? Alors, tu me proposes une transition pour une question pour Fabrice. Quel conseil donnerais-tu à un dirigeant pour lui permettre de rester en permanence en éveil? C'est une question qui revient systématiquement quand on fait de l'analyse stratégique, puisque le dirigeant dit « Où vais-je prendre de l'information sur l'environnement externe ?» La démonstration que nous fait Jean-Michel colle complètement à la chance qu'ont les entrepreneurs du bâtiment d'avoir une ressource à la FFB sur le sujet. Comme l'a dit Jean-Michel, la presse actuellement ne nous est pas d'une grande utilité. Elle est très souvent dévoyée, hélas. Dans son analyse, dans ses propos, on voit beaucoup d'organes de médias se transformer en tracts militants et pas vraiment à notre service. Alors que on a une ressource qui est considérable et extrêmement pertinente. C'est rare, j'insiste sur le sujet, pour intervenir ailleurs que dans le bâtiment. On a une ressource extraordinaire à la FFB. Il faut en profiter. Cette analyse est difficile à faire. Elle doit être faite en permanence et dans le bâtiment, elle l'est. Voilà un conseil que je peux donner individuellement et collectivement aux entrepreneurs qui font de l'analyse stratégique pour l'entreprise, c'est suivez l'info.
qui est distillé, qui est fourni par la FFB au quotidien, certes, il y a un effort à fournir de lecture ou d'audition, mais cette information est extrêmement importante. Alors, deux autres questions et une qui sera générique que je poserai bien aux deux intervenants. Donc là, peut-être un peu plus pour toi, Fabrice, et encore que. Doit-on s'attendre à un revirement complet du management pour nos entreprises dans le futur? Alors, je laisserai Jean-Michel intervenir également sur le sujet, mais un propos rapide. Oui, le management est en train de muter extrêmement fort. Il est en train de se passer quelque chose de particulier. Le salariat dans le monde est quelque chose d'assez récent. Il date du 19e siècle et il a été fortement poussé par le besoin qu'avaient les organisations, je pense à Ford notamment, d'avoir des collaborateurs qui mettaient en œuvre les process de l'entreprise. Ce salariat, il est destiné à redisparaître et donc vraisemblablement, l'entreprise, pas dans les 2 ou 3 ans qui viennent bien entendu, hein, ça sera à plus long terme, mais l'entreprise va devoir avoir une autre vision de sa maîtrise de son organisation avec des ressources externes extrêmement importantes. Est-ce que le Oui, vas-y Jean-Michel, pardon. Je suis 1000 fois d'accord avec ce que vient de dire Fabrice. Il faut avoir conscience aussi, c'est que ça ne va pas s'arrêter. On est dans un mouvement dont on ne voit pas la fin. En faisant un peu une caricature, je dirais la seule chose définitive, c'est que tout est provisoire en ce moment, et provisoire à une vision dont on ne voit pas encore d'échéance. Il faut être un peu bouddhiste aujourd'hui, hein, tout est définitivement provisoire, ce qui veut dire qu'il faut observer ou avoir des observateurs. L'allusion aux structures de veille, comme on dit, hein, de veille géostratégique de la FFB est tout à fait bien. Ce qu'il faut, c'est faire rappel à ces gens-là en permanence, s'alimenter, avoir une espèce d'appétit des changements, et à chaque fois que se profile un changement, l'analyser en termes de menaces et opportunités. Mais je dirais c'est la base du marketing, du métier de chef d'entreprise, mais c'est pas prêt de s'arrêter. Mais ça fait aussi le charme du métier, je suppose. Alors, 2 dernières questions. Donc, une sur l'innovation. Donc, on me fait remarquer que le mot n'a pas été prononcé par ni l'un ni l'autre des intervenants, et pourtant, il pourrait être une clé pour les entreprises. Alors, je vais répondre à cette interpellation parfaitement justifiée, Guy. Ce qui est frappant, c'est que les questions qui ont été remontées dans ces quelques minutes font toutes appel à des capacités stratégiques centrales de l'entreprise. On vient d'évoquer le management qui en est une, on vient d'évoquer l'innovation qui en est une autre. Ce n'était pas le sujet du jour. Nous reparlerons de cette capacité stratégique dans la prochaine conférence. L'innovation, quelle qu'en soit la nature, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur de l'innovation technologique, ça peut être de l'innovation organisationnelle, ça peut être de l'innovation managériale, comportementale. L'innovation peut permettre à l'entreprise d'accéder à des choix stratégiques qui lui permettrait de ne pas être en concurrence. Je pense à l'océan bleu dont on parlera la prochaine fois. Je vais rajouter un élément complémentaire. Je crois que notre pays en ce moment n'est pas très innovant chromosomiquement. On est toujours dans la mouvance de cette stupidité dramatique et constitutionnelle qui est le principe de précaution, qui a fait passer l'idée même d'innovation derrière l'idée de prudence. Et ça, c'est une catastrophe. Regardez aujourd'hui les réactions des imbéciles sur la 5G. C'est terrifiant. Mais ça donne en même temps une température, une indication barométrique de l'envie d'innover qu'il y a actuellement en France. Il faut espérer que les nouvelles générations amèneront un changement constitutionnel qui nous débarrassera de ces scories politiques imbéciles. Merci de vos avis. Donc, la dernière question, et je vous demanderai d'y répondre et l'un et l'autre en forme de conclusion, puisque nous arrêterons juste après cette formidable conférence. Alors, quels atouts avons-nous
pour lutter contre les forces de ce nouveau paradigme que vous venez de nous démontrer? Et l'un et l'autre en guise de conclusion. Alors, moi je dirais, il ne faut pas lutter contre, il faut lutter avec. C'est-à-dire que dans toutes les forces, il y a du ressort, il y a de la dynamisme, il y a de l'intelligence, et à condition de regarder, à condition de comprendre, à condition de travailler, tout ce qui se passe est utilisable. Donc c'est plutôt, moi j'y vois plutôt une dimension politique. Il y a derrière ça des potentiels d'innovation, d'idées nouvelles et de richesse, mais à condition, encore une fois, de ne pas avoir les yeux dans le dos, de ne pas regarder vers l'extérieur et d'essayer de transformer tout ce qui risque de faire peur en choses qui permettent d'avancer. Merci. Alors, Fabrice. Oui, en étant à 110% d'accord avec les propos de Jean-Michel, j'ajouterais que donc on ne parlerait pas de force mais de menace. C'est l'agilité de l'entreprise qui va peut-être faire la différence. C'est sa capacité à innover. L'un des auditeurs l'a souligné. C'est sa capacité à mobiliser des capacités stratégiques qui feront défaut ou qui seraient mal utilisées par des confrères ou par des acteurs qui nous menaceraient de l'extérieur. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Jean-Michel. Cette conférence n'est pas terminée, hein, elle est en 2 parties, hein, on vous l'a annoncé. Donc dans la prochaine conférence de notre cycle Perspective, on va continuer sur ce sujet passionnant avec la capacité stratégique, levier pour entreprendre dans un monde en déséquilibre. La date est déjà arrêtée, ce sera le 20 octobre 2020 à 18h et ce sera bien évidemment, tout comme celle-ci, disponible en replay sur YouTube. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à consulter notre offre de formation à destination des cadres et dirigeants du BTP sur ejdb.com et nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toute notre actualité. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Jean-Michel. Merci. Très bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt.